Les hommes acquiescent. Certains applaudissent. Messaoud considère le caporal avec un petit sourire qui hésite entre l'ironie et l'admiration. À côté de lui, Djellali hurle. Il se fout de notre gueule. Il nous vole nos permissions. On va pas se laisser faire. Messaoud approuve sans ironie cette fois. Il pense à Irène. Irène, qu'il risque fort de ne jamais revoir, s'il ne se décide pas. Ce n'est pas la première fois qu'il y pense, mais cette fois, il se sent prêt, puisqu'on ne la lui donne pas cette permission. Il va la prendre. Alors que le bois enfle, il s'éloigne du groupe sans attirer l'attention, puis s'enfonce dans l'obscurité d'un pas ferme que rien ne semble pouvoir arrêter. Abdelkader est toujours grimpé sur la cantine. Il a bien remarqué le manège du tireur, mais il le laisse s'éloigner. Les sous-officiers sortent de la grange, et parmi eux Martinez. Sans les quitter des yeux, le caporal harangue les tirailleurs massés autour de lui. On est en train de changer le destin de la France. Mais les choses doivent aussi changer pour nous. Martinez s'avance menaçant. Foutre le bordel, c'est ça que tu aimes bien, hein, Belaïdi. Agitateur, fouteur de merde. L'autre reste perché pour jouer de sa hauteur. Il s'attarde sur les galons du sergent-chef qu'il domine d'une tête. Les Français se couronnent d'abord, et puis lâchent une petite faveur pour nous, et pour vous, les pieds noirs, et pour nous, les indigènes Makache. Je n'y suis pour rien, il y a des quotas. Le caporal reste interdit. Dans le silence qui s'est fait autour de leur échange, une rumeur de mécontentement parcourt le groupe des tirailleurs. Des quotas? Comment ça, des quotas? Vous le saviez et vous ne le saviez rien dit? Face au sergent-chef pris en défaut, Abdelkader remporte les suffrages. Martinez est honteux. Je n'ai rien à te dire. C'est comme ça. Et tu peux pas comprendre. Alors tu la fermes et tu te dégages. Abdelkader ne bouge pas. Pourquoi? J'ai moins de tête que vous, parce que je suis un arabe? Allez, dites-le. Le sergent-chef le fixe exaspéré. Parfaitement. Les Arabes ne sont pas faits pour commander. Autour de lui, plus personne ne songe à plaisanter. Abdelkader sent la tension monter d'un cran. Et malgré sa hargne, descend dans la cantine pour désamorcer la situation. En passant à la hauteur de Martinez, il murmure « Un jour, on verra qui commande vraiment, sergent. Pardon, sergent-chef. » Le poing de Martinez part soudain et s'écrase sur la mâchoire du caporal. Celui-ci tombe en arrière, mais il se relève aussitôt furieux. Il se jette sur son supérieur et le frappe à l'estomac. L'autre tente de le ceinturer. Tous deux roulent à terre. Autour d'eux, tirailleurs et sous-officiers prennent parti, chaque groupe encourageant son champion. Entre-temps, la porte de la grange s'est ouverte sur les officiers français. Consternés, ils interviennent pour séparer les deux hommes. Martinez, fulminant, frotte son vêtement couvert de terre, impuissant. Il regarde Abdelkader qui se débat
entraîné sans ménagement par 2 hommes de la police militaire. Enfermé dans un petit cabanon situé au fond de la cour gelée de l'école communale, Abdelkader est frigorifié. C'est à peine s'il a la place de se retourner dans cette cellule improvisée. Depuis la veille, il s'en veut d'avoir agi comme un gamin et enrage de s'être laissé emporter. Des pas approchent enfin. Alors qu'il se prépare à la sanction qui va tomber, la porte de bois s'ouvre sur Messaoud, la vareuse déchirée, poussée brutalement à l'intérieur par un soldat qui referme le cadenas sur eux. Les 2 hommes, prisonniers, se regardent en silence, navrés, pitoyables. C'est Messaoud qui s'ouvre, le premier, à son compagnon d'infortune. Ils veulent me juger comme déserteur. Je risque la cour martiale. Abdelkader le fixe sans complaisance. Déserter, c'est bien ce que tu as fait, non? Messaoud ne lui a pas adressé la parole pour subir une leçon de morale. Il se détourne et se perd dans la contemplation des 2 marronniers de la cour à travers les lattes disjointes qui laissent passer un vent glacé. Il fallait que je la voie. Le caporal est touché par sa détresse. Il s'approche de lui et lui presse amicalement l'épaule. Le soldat secoue la tête désespéré. Peut-être elle m'a oublié. Loin au sud, Marseille est aussi saisie par l'hiver. La ville est retournée à son activité marchande et retrouve lentement son rythme d'avant-guerre. Il est bien loin le souvenir de l'Aliès l'été passé. Au Vieux-Port, les discussions vont bon train. Tout le monde parle de la reconstruction que de nombreux entrepreneurs piaffent de commencer. En attendant, on s'est organisé comme on peut. La mairie a été épargnée, mais certains de ses bureaux ont trouvé refuge dans des locaux exigus du côté de la Joliette. Un militaire dont le visage rubicond dépasse à peine du guichet croule sous les dossiers en cours et regarde Irène d'un air las. Vous savez, leur position est tenue secrète. Ils sont sur le front. On ne peut rien vous dire, écrivez-lui. Pourtant, Irène n'a pas ménagé ses efforts pour arriver jusqu'ici à travers le dédale de l'administration des affaires étrangères. Les longs mois écoulés sans nouvelles n'ont pas eu raison de sa détermination à retrouver Messaoud. Son interlocuteur lui adresse un rapide sourire pour la congédier et s'absorbe dans l'un de ses nombreux dossiers. Mais Irène ne part pas. Elle triture nerveusement la courroie de son sac. J'ai déjà écrit, je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce qu'il est mort? Il y a en elle un tel désarroi que l'homme affairé relève la tête. Il semble hésiter à l'idée des tracas que sa sollicitude pourrait lui créer, mais se décide quand même. Donnez-moi son nom. On va faire une recherche. Souni. Messaoud Souni. Il la regarde avec étonnement. La consonance arabe du nom l'a surpris, mais il s'évertue à cacher sa gêne et lui demande des plaies. Irène s'exécute, prononçant chaque lettre avec une inquiétude teintée d'espoir. Il faut être ferme avec les musulmans. Au PC du colonel, établi dans le vaste salon d'une maison de notables, surchargé de tentures et de mobilier alsacien, les discussions vont bon train.
Rambert, l'ancien vichiste, qui a suivi la colonne depuis Marseille, reprend son leitmotiv sur les soldats indigènes. Il insiste. L'armée doit punir ce Belaïdi de façon exemplaire. Le colonel le regarde agacé. Dites-moi, Rambert, avant de rejoindre in extremis le camp des vainqueurs, vous occupiez quel poste à Vichy? Depuis quand faut-il que j'écoute vos conseils pour la bonne marche de l'armée? Ça fait 4 mois que je vous ai sur le dos. L'homme a blêmi. Il cherche un éventuel soutien dans les regards de Durieux et de Martinez. Mais aucun d'eux ne daigne l'appuyer. Il se rengorge, et prétendant n'avoir que faire de leur jugement, il quitte la pièce la tête exagérément haute. Le colonel s'approche du sergent-chef. Vous qui avez toujours vécu avec eux, que pensez-vous que nous devrions faire de Belaïdi? Martinez réfléchit, s'efforce d'oublier sa mâchoire, encore douloureuse, et les ecchymoses qui couvrent son visage. Il est fidèle à la France, mon colonel, comme eux tous. Quelques instants plus tard, Abdelkader est introduit dans la pièce. Son regard est attiré par la cheminée monumentale et le feu qui y ronfle, l'épais tapis et les luxueux fauteuils. Il se met au garde-à-vous devant le colonel. Celui-ci le considère d'un air ennuyé. Belaïdi, il paraît que vous êtes un bon caporal, avec du mordant. Depuis l'Algérie, vous êtes devenu un soldat expérimenté. Mais savez-vous que vous risquez la cour martiale? Vous sapez le moral des troupes. On pourrait vous accuser d'être un agent de l'ennemi. Abdelkader se raidit. Il aimerait s'expliquer posément, mais il bouillonne. Ses idées se bousculent. Mon colonel, il y a des injustices. Taisez-vous, caporal. Vous n'êtes pas au bled. Le ton du colonel n'admet aucune réplique. Abdelkader ravale son indignation et se résigne en silence, alors que l'officier le jauge. Martinez et Durieux restent quoi? Le colonel arpente la pièce, abîmé en lui-même. Puis il finit par rompre le silence, sans quitter le caporal des yeux. Toutes nos énergies doivent s'unir pour abattre l'ennemi commun. C'est la seule chose qui compte, la victoire. La France a besoin de nous tous. Rompez, caporal. Abdelkader se met au repos, soulagé, mais surpris de l'absence de sanctions. Il attend encore qu'on lui signifie son congé. Le colonel s'avance vers la grande carte d'état-major affichée au mur. De la main, il balaye la plaine d'Alsace, depuis les Vosges jusqu'au Rhin. L'Alsace, caporal. L'ennemi y est trop solidement implanté. Son dispositif nous ferme l'accès à la plaine et au-delà au Reich. Son index pointe un village situé dans une vallée du versant est du massif montagneux et donnant sur la plaine. Ici, une compagnie de GIs a fait une percée, à la limite de notre secteur. Ils subissent une violente contre-attaque,
et le commandement américain nous demande de leur envoyer des munitions et du renfort. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.